de la politique canadienne et la solidarité internationale. Alors, est-ce qu'il y a des pistes pour renouveler nos stratégies de solidarité internationale? Je pense que d'entrée de jeu, il faut mettre ça en contexte. Depuis le tournant des années 2000, les États sont en situation de vouloir accroître l'efficacité de l'aide. Le fait qu'on soit dans un modèle de développement néolibéral, on met l'accent beaucoup sur la gestion et l'efficacité de l'aide, elle est évaluée dans ces termes-là, dans des termes de rendement mesuré des programmes ou des investissements qui sont faits. Ce n'est pas un problème qu'on veuille améliorer l'efficacité de l'aide. La difficulté, c'est que ça a amené les États à déplacer les ressources et à moins soutenir les initiatives de la société civile. On investit davantage dans l'aide bilatérale, on donne moins de soutien aux initiatives de la société civile. Là-dessus, il y a aussi le fait qu'au Canada, on a un nouveau gouvernement, une nouvelle donne dans laquelle on se retrouve. Et ce gouvernement-là, le gouvernement Harper, a pris déjà, au moment où il était minoritaire, des décisions qui sont emblématiques. La première que je veux rappeler, c'est la décision de couper la subvention à Kairos. Kairos, c'est une ONG de coopération internationale canadienne qui a développé pendant des décennies une expertise reconnue à l'échelle internationale. Et au moment du renouvellement de sa subvention annuelle, l'ACDI a recommandé de reconduire la subvention et la ministre Bev Oda, vous pouvez le voir sur l'écran, a simplement mis un petit non entre la recommandation et sa signature. Alors, une décision prise sur un coin de table, mais qui montre bien aussi à quelle enseigne on se loge. Deuxième décision que je voudrais rappeler aussi, c'est celle de Développement économique Canada. Développement économique Canada, c'est l'agence qui finance le réseau des sociétés d'aide au développement des collectivités et les centres d'aide aux entreprises à l'échelle du Québec. Alors, cette agence-là a subi des coupures paramétriques de budget comme n'importe quel autre service de la fonction publique fédérale. Alors, on a une coupure de 5 %. Bon, c'est pas effrayant, 5 %, ça ne met pas l'organisation à terre. Ça fait juste qu'on n'est plus capable de suivre le rythme de développement. On n'est plus capable de maintenir un niveau de rémunération, par exemple, des ressources humaines. Puis il n'y a pas de marge non plus pour faire des choix. Et en arrière de ces deux décisions-là, au fond, on a un gouvernement qui ne croit pas à l'initiative des citoyens. Et ça a des conséquences assez énormes. On peut rajouter des choix qui contredisent aussi l'Agenda 21. On est réunis aujourd'hui pour parler de la contribution de l'économie sociale au développement écologique. Bien, actuellement, on a un gouvernement qui met de l'avant l'armement avant l'aide publique internationale. Hein, le choix d'acheter des F-35 qui ne sont même pas encore bâtis, qui ne sont même pas encore efficaces. Le choix d'investir en Afghanistan. On investit plus dans le militaire qu'on investit dans les budgets de développement. Alors, la défense l'emporte sur le développement. Sur le plan de l'écologie, je pense que c'est pas difficile de faire la preuve. On est en train d'essayer de montrer que les pétroles de l'Alberta, c'est du pétrole vert. Mettons qu'on repasse là, avec l'empreinte écologique de ce prélèvement-là. On lisait récemment dans les journaux que le vérificateur canadien des politiques environnementales considère que le gouvernement ne dispose d'aucune donnée pour mesurer l'efficacité de ses investissements. Ça veut dire qu'actuellement, on met des dizaines, des centaines de millions dans des programmes dits d'amélioration de l'impact environnemental, mais on ne prend aucun moyen pour les mesurer. C'est une bonne façon de ne pas savoir s'ils sont efficaces ou pas, et surtout de ne pas se faire interroger pour en mettre davantage. Alors, c'est aussi un gouvernement qui fait le choix du laisser-faire, hein, de l'ouverture à tout crin des marchés. On vient de signer une entente de libre-échange avec la Colombie. Et là, en multipliant les ententes de libre-échange, on sait que ça a toujours un effet assez délétère sur la capacité des pays de s'assumer, parce que quand on élargit les espaces de libre-échange, c'est toujours le plus gros qui l'emporte dans les échanges. Hein, c'est lui qui dicte les règles. Finalement, quand on regarde ça, la façon dont le gouvernement canadien conçoit l'aide internationale, l'aide publique, c'est davantage l'humanitaire que le développement qui est privilégié. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, d'abord, moi je pense qu'il faut faire le choix de promouvoir la justice écologique. Ça veut dire qu'en quelque part, on ne peut pas, au niveau de la solidarité internationale, se comporter comme si on n'était pas responsable, on l'a dit à quelques reprises ce matin, comme si on n'était pas responsable de la détérioration des conditions d'environnement dans les pays du Sud.
Alors, je pense qu'il faut s'opposer à cette mondialisation néolibérale qui fait en sorte que c'est les pays du Sud qui payent la facture, alors que nous, on bénéficie des avantages des prélèvements sur l'environnement. Il faut être capable de s'indigner, et c'est heureux que notre journée ait lieu aujourd'hui, au moment où se multiplient les occupations de Wall Street et de Montréal et d'un peu partout à travers le monde, au moment où le printemps arabe a peut-être sonné le départ d'un mouvement de protestation. Il faudra certainement que ce mouvement-là puisse s'organiser, mais ce qui est sûr, c'est qu'en quelque part, il faut qu'on retrouve une capacité de s'indigner puis de critiquer. Il faut surtout montrer que l'horizon n'est pas bloqué. Moi, je pense que le pire actuellement au niveau du blocage au développement et du blocage de la solidarité, c'est le sentiment que les gens peuvent avoir qu'on ne peut rien y faire. Hein? Le problème actuellement avec toutes les allégations sur la corruption dans l'industrie de la construction et dans les instances politiques, le problème le plus grave, c'est que les gens ont le sentiment d'être dépossédés de la capacité d'agir. Et si en quelque part on n'est pas capable de redonner à l'indignation des mains pour qu'elle puisse transformer des choses, je pense qu'on ne débloquera pas l'avenir. Alors, il faut se donner les moyens de passer, que les initiatives qui sont en marche puissent passer à l'échelle du marché. Je ne reviendrai pas, là, on en a parlé ce matin de ces initiatives-là, il y en a qui nous ont été présentées, avec toutes les ambiguïtés que ça peut présenter, parce qu'à partir du moment où on décide d'entreprendre dans un domaine ou dans un autre, on va travailler avec des contraintes, on va travailler avec des effets positifs puis des effets négatifs. Mais il faut être capable de ces initiatives-là, de leur faire de la place, il faut leur donner accès au marché. On a travaillé il y a eu un développement du commerce équitable, il faut faire en sorte que ça devienne vraiment une création de sources d'emplois décents. La promotion de l'agriculture paysanne, là, je ne prendrai pas la place d'André, il va en parler avec bien plus de compétences que moi, mais c'est une clé essentielle pour la souveraineté alimentaire. Les initiatives pour avoir des usages de l'eau qui sont respectueuses du bien commun, ça aussi, c'était des pistes d'avenir. Le développement du logement social, le développement des coopératives d'habitation, c'est des pistes d'avenir. L'occupation du territoire en respectant les ressources qui sont là-dessus, faire en sorte que l'éolien, ça soit au service de la population, puis contrôlé par les gens, faire en sorte que les Autochtones puissent se développer selon le modèle coopératif sur leur territoire, faire en sorte qu'on utilise la biomasse d'une façon qui soit efficace. Bien, moi, je pense que c'est tous des moyens de développer des initiatives. Il faut pouvoir les promouvoir. Il faut aussi qu'on puisse, et ça c'est le plus gros défi, intégrer l'ensemble des initiatives. Et ça, je pense qu'il faut revenir aux enjeux de développement local. C'est le territoire qui est le lieu où on va pouvoir réaliser ces choses-là. On peut faire des débats sur les rapports entre le social, l'économique et l'environnemental, mais c'est localement, puis avec l'aide de moyens pour le réaliser localement, qu'on va être capable de faire en sorte que tous nos projets puissent respectent l'environnement, produisent l'équité sociale, puis soient viables au plan économique. Alors, je pense que là-dessus, il faut qu'on soit capable de promouvoir des convergences à l'échelle locale. Ça veut dire, pour l'économie sociale, en tout cas, la capacité de développer des réseaux d'affaires. On a déjà commencé à en parler ce matin, mais au moment où les États restreignent le soutien aux organismes de la société civile, les organisations de coopération internationale ne peuvent plus travailler seuls sur des enjeux qui sont à l'échelle de la planète. Il faut qu'on soit capable de mettre les différentes initiatives ensemble. S'attaquer aux inégalités sociales qui marquent les rapports entre le Nord et le Sud, et dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, entre les classes qui possèdent, qui dirigent, puis les classes qui vivent dans des conditions difficiles, s'attaquer à ces problématiques-là, on ne peut pas faire ça tout seul, il faut qu'on le fasse ensemble. C'est la même chose au niveau des entreprises qu'on va développer. On ne peut pas les développer en vase clos et les décisions de l'une vont avoir des influences sur la situation de l'autre. Alors, il faut appliquer à nos actions les mêmes principes qui permettent aux entreprises d'économie sociale et solidaire de réussir. On ne peut pas travailler seul, il faut s'organiser sur des bases viables, donc il faut être capable, dans le contexte où les ressources publiques diminuent, d'avoir un financement qui est autogénéré, puis il faut falloir aussi compter sur des financements solidaires. Il faut qu'en quelque part, là où il y a des moyens, on soit capable de les mettre à la disposition de ceux qui ont des projets. Il y a actuellement des projets fantastiques en termes d'innovation, par exemple l'occupation des terres, mais il faut qu'on ait le capital pour le faire démarrer, ces affaires-là, et ça fait partie des conditions à mettre en place. D'autre part, il faut agir aussi en fonction du
mieux-être des populations et non pas de la croissance. Ça a été souligné ce matin et je pense que c'est important. Alors, je parlais de l'importance de ne pas travailler seul dans son coin. Il y a actuellement des réseaux qui permettent aux entreprises d'économie sociale d'amorcer un travail de promotion sur le terrain politique. Alors, on a parlé de l'Alliance coopérative internationale, qui est probablement l'organisation qui a la plus longue histoire pour faire en sorte d'être porte-parole du mouvement coopératif. Il y a un petit réseau qui est relativement récent, qui date de 2002, qui s'appelle le Réseau international de promotion de l'économie sociale et solidaire. Un réseau qui prolonge en fait une initiative péruvienne là, qui a été la première rencontre internationale sur la globalisation de la solidarité, à l'occasion de laquelle j'ai rencontré Alfonso qui est ici et qui travaille maintenant en commerce équitable. Il y a les rencontres du Mont-Blanc, on en a parlé ce matin. Il y a la conférence qui s'en vient des grandes coopératives. Alors, ce qu'il faut être capable, c'est faire en sorte que ces réseaux-là permettent de vivre de l'intercoopération puis de la solidarité entre les entreprises, même s'ils ne sont pas juste coopératives. Il faut aussi, je pense, utiliser davantage des espaces qui existent. Alors, par exemple, il y a les forums sociaux mondiaux qui, depuis 2001, offrent des espaces pour à peu près tout ce qui bouge pour un autre monde. Et depuis 2002 au moins, dans tous les forums sociaux mondiaux, il y a des espaces à l'intérieur desquels les entreprises d'économie sociale ont l'occasion de se rencontrer, de discuter, d'échanger, de créer des liens. C'est des moyens pour faire en sorte de renforcer les rapports entre les gens. Alors, c'est des espaces de délibération qu'il faut occuper. Alors, moi, je pense que l'avenir, en termes de stratégie, c'est de reprendre ce qui nous apparaissait être la ligne d'analyse au moment de la rencontre de Québec 2001, c'est-à-dire il faut résister à cette mondialisation qui détruit et qui est prédatrice, et il faut aussi construire, il faut qu'on soit capable de développer des alternatives. Ce matin, on a eu un bel exemple de ce que ça veut dire des débats. Il faut renforcer notre capacité critique, capacité de prendre des critiques, mais capacité de formuler des critiques aussi, le droit de se critiquer mutuellement pour faire en sorte qu'on soit capable d'avancer en termes d'entreprise d'économie sociale et la capacité de mener le débat aussi avec les entreprises qui ont le haut du pavé et qui bénéficient souvent d'une réputation qui n'est pas à la mesure de leur contribution. Il faut être capable d'entreprendre à partir de nos propres moyens, j'en ai parlé un petit peu tantôt, puis je pense qu'il faut développer des alliances. Il y a une caractéristique, moi, qui m'a toujours frappé en économie sociale, c'est le fait que les mouvements sociaux ont toujours joué un rôle très déterminant dans l'affirmation ou la capacité d'affirmation des entreprises d'économie sociale. Le mouvement syndical, le mouvement des femmes, les coopératives, c'était des lieux qui ont été générateurs d'entreprises d'économie sociale. Il faut qu'on continue à cette lignée-là, il faut qu'on crée de ces convergences-là. Voilà, merci.